Bienvenue à cet épisode des Talks d'IM Labop, un numéro consacré aux urgences vitales, au diagnostic rapide, deux éléments clés qui sauvent des vies chaque jour au niveau de nos établissements de santé. Vous savez, l'Algérie améliore continuellement sa prise en charge, tout comme sa médecine d'urgence, et les nouvelles technologies vont justement améliorer cette prise en charge des patients. Pour nous en parler dans le détail, nous avons parmi nous deux spécialistes, chacun dans son domaine. Nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Riyad Mahiaoui, chef de service en anesthésie et réanimation à l'EHS Dr Maouche et président également de la Société algérienne d'anesthésie, réanimation, soins intensifs et urgences. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Merci déjà pour votre invitation et merci au laboratoire IM Labop de nous avoir donné l'opportunité de venir discuter de ces problèmes vitaux dont vous avez déjà parlé. Et c'est la première fois que je viens ici. Je suis agréablement surpris de voir l'organisation impeccable et l'accueil aussi très, très sincère et très professionnel de votre part. Merci à vous. Également des nôtres aujourd'hui, Monsieur Nassim Boussaba, Sales Manager chez Medico Medline, une entreprise qui accompagne nos établissements de santé dans leur modernisation technologique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Tout d'abord, bonjour à tous et sincère remerciement pour l'équipe de IMLabop pour cette opportunité et cet accueil chaleureux. Merci beaucoup. C'est gentil. Professeur Mahiaoui, vous avez une expérience considérable en urgence vitale. Comment décrirez-vous l'évolution du diagnostic vital en Algérie ces dernières années? Effectivement, l'évolution n'est que favorable durant les dernières années, surtout avec la modernisation des hôpitaux, de tous les services, l'accentuation dans la communication, dans la numérisation, dans le contact avec les laboratoires, dans le contact avec les laboratoires d'imagerie. Avant, on attendait des heures pour avoir une glycémie, on attendait des heures pour faire un scanner ou une imagerie, ou recevoir aussi, quelquefois. Mais maintenant, ces dernières années, on peut avoir de façon immédiate des résultats d'une situation urgente, d'une radiologie, d'un scanner, d'une IRM, autre chose aussi en matière de laboratoire. Maintenant, les diagnostics sont faits tellement rapides et en plus, on a même délocalisé quelquefois dans les situations d'urgence le laboratoire qui n'est plus situé loin des services d'urgence. On a même des labos délocalisés qui sont dans les urgences où on peut faire rapidement un check-up sur une glycémie, sur une formule, sur un TP pour voir la coagulation. Donc les choses se sont nettement améliorées. Pourquoi elles se sont améliorées? Parce qu'on a compris un peu longtemps après que le temps joue un rôle important. Quand il y a une urgence, on déclenche le chronomètre. Et plus rapidement on fait le diagnostic, plus rapidement on fait un traitement, et plus rapidement le malade est guéri, et les malades meurent moins. Le taux de mortalité a nettement baissé. Absolument, du fait que tout est fait dans le cadre de l'urgence. Le cœur, c'est 90 minutes, le cerveau, c'est 40 minutes, le cerveau, c'est 4 heures, le rein, c'est 4 heures aussi. Donc rapidement, un infarctus dans les 90 minutes, le diagnostic est fait, le traitement est établi et le malade s'en sort. Au-delà de ces délais qui sont pas respectés quelquefois dans des endroits où on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire grand-chose. Mais alhamdoulilah maintenant, vous avez une douleur thoracique, vous allez à l'hôpital, vous avez la troponine, le CG, coronarographie, stent, etc. Et 2-3 jours, vous êtes remis sur pied. Donc tout ça, bien entendu, a amélioré la prise en charge des patients, a amélioré le devenir des patients et même la mortalité a nettement diminué parce qu'on a mis en place des systèmes d'évaluation, de traitement et de post-traitement rapide dans nos hôpitaux. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Monsieur Nassim Boussaba, donc vous êtes, rappelons-le, Sales Manager chez Medico Medline. Medico Medline qui propose justement des équipements de dernière technologie qui répondent aux besoins quotidiens de nos professionnels de santé en urgence. Justement, juste pour apporter un peu plus d'éclaircissement sur ce qu'a dit le professeur Mahiaoui, en fait, aujourd'hui, il y a vraiment des techniques innovantes et pour notre part, on a mis des solutions par rapport à la centralisation d'informations et tout ça. Donc, tous les professionnels de la santé, en général, ils ont les informations, parlons de l'urgence, bien sûr. Donc, dès que l'urgence est là, les médecins ou bien les professionnels de la santé, ils ont les informations bien avant que le patient arrive au service. Donc, dès l'évacuation, on a toutes les informations qui sont centralisées au sein de l'hôpital ou bien du service. Donc, comme ça peut aider beaucoup les médecins et les praticiens. Là, c'est un gain de temps Exactement, considérable. exactement.
Parce qu'en général, le temps d'évacuer et d'arriver à l'hôpital, en général, on refait tous les tests au sein du service. Mais aujourd'hui, on peut avoir toutes les informations et préparer l'acte à faire ou bien À prendre en à charge. prendre en charge exactement. Professeur Mahiaoui, l'équilibre entre rapidité et précision, Et oui, bien et pas des entendu. moindres. Oui. Non, c'est important de le préciser parce que quelquefois, on a rapidement et rapidité, mais pas efficacité, quoi. Je veux dire, on panique, plus on panique, et quand on panique, on fait pas les choses correctement. Et donc, nous, on apprend même en simulation médicale, maintenant, dans le fac de médecine, on apprend à la gestion des crises. Donc, ce qui fait que quand il y a un problème qui survient dans un service, dans la rue, au bloc opératoire, etc., il y a une espèce de prise en charge intellectuelle avec des gens formés à la crise, et on ne fait pas de précipitation où on va injecter n'importe quoi, n'importe qui, etc., en pensant qu'on va sauver la vie, et c'est la panique autour du patient, etc. Maintenant, c'est la médecine déjà de précision. On ne peut plus faire les choses si on ne comprend pas ce qui se passe. Nous, dans le domaine de l'urgence vitale, il faudra que rapidement, on fasse un bilan de lésions. C'est comme si on arrivait dans une maison où il y a un séisme et on ne Il sait faut pas vite agir. voilà, on sait pas qui est à la maison. Est-ce qu'il faut rentrer, pas rentrer? Est-ce que ceux qui vont rentrer sont en sécurité? Ça va pas s'écrouler sur le tête. Donc, il faut d'abord screener les choses, prendre en charge les situations localement pour pouvoir agir. Donc, actuellement, la gestion des crises à l'hôpital, la gestion des prises en charge est bien corrélée à une maîtrise et un professionnalisme où on a, par exemple, on identifie un problème, un leader déjà se dégage pour donner les ordres, on ne peut pas tous donner les ordres, etc. Dans le calme et la sérénité, pas se précipiter, pas truquer, etc. Et aller par ordre de priorité. C'est-à-dire, s'il y a un problème sur les airways, c'est-à-dire sur la respiration, tout le monde est polarisé sur la respiration pour que le malade ne reçoive son oxygène. Si c'est un arrêt cardiaque, on est polarisé sur la réanimation cardio-pulmonaire, massage, etc. Si c'est de l'hémorragie, on est polarisé sur aller arrêter le truc. Donc maintenant, tout est codifié. Je pense que les algorithmes qui sont mis en place dans les hôpitaux et dans les services d'urgence sont bien codifiés. Et ça, c'est surtout la formation. J'insiste, on fait de la simulation haute fidélité, on travaille sur mannequin pour essayer d'apprendre sur les malades qui font des problèmes, qui ne sont pas des êtres humains. Si on doit mettre un cathéter, il faut d'abord le mettre sur un mannequin avant de le mettre sur un être humain. Donc tout ça améliore les choses. C'est pour ça que le professionnalisme dans la prise des urgences, c'est pour ça que l'État aussi, ça, depuis le président de la République, le ministère de la Santé, etc., se sont acharnés sur la mise en place des services d'urgence très haut performants. Parce que si le service d'urgence est performant dans un pays, ça veut dire que la santé marche très très bien. Donc voilà, donc précipitation, non, rapidité, oui, efficacité aussi. Professeur Mahiaoui, en tant que formateur et président de la Société algérienne d'anesthésie, réanimation, soins intensifs et urgences, on peut dire que vous préparez les nouvelles générations justement de médecins urgentistes à toutes ces conditions, à tous ces changements. Ils doivent faire avec. Effectivement, on a négligé. Je vais vous expliquer un peu, grosso modo, pour que vos auditeurs comprennent un peu comment on a évolué. Notre spécialité est jeune, elle a commencé en 86, et l'État à l'époque, on n'avait pas de spécialistes en anesthésie, en réanimation, en soins intensifs et urgences. Donc on a formé un seul produit. Le médecin, moi je suis issu de ce produit, je fais de l'anesthésie, je fais de la réanimation, je fais les urgences et je fais le soin intensif. Parce qu'on n'était pas nombreux. Maintenant, les choses se sont améliorées. On forme dans les 250 à 300 médecins par an en Algérie, qui est un nombre impressionnant par rapport aux autres pays, surtout dans le continent africain. Quand on dit qu'on forme 250 médecins, c'est beaucoup pour l'Afrique. Mais pour l'Algérie, c'est un pays formateur, c'est un pays où les études sont gratuites, on peut les former. Donc maintenant, la spécialité initiale, d'ailleurs même l'appellation de la société, c'était anesthésie, réanimation, soins intensifs et urgences. Maintenant, on, on a vu on est plus de 2700, donc l'Algérie quand même est un pays aussi important, c'est-à-dire au point de nombre d'anesthésistes réanimateurs, bien que la couverture dans le pays est en train de se faire doucement, doucement, par rapport aux autres pays, je répète. Donc maintenant, se sont créées d'autres filières. Donc la réanimation médicale maintenant a son propre cursus, les urgences ont leur propre cursus, et l'anesthésie réa reste
son cursus. Donc, on a 3 cursus. Mais nous, en tant qu'anesthésie-réanimateurs, on est formateurs. Moi, dans mon service, j'ai toujours 25 résidents à peu près, entre la première, deuxième, troisième, quatrième année. Maintenant, les gens peuvent opter, quand ils passent le concours de résidat, moi, je fais réa médical, moi, je fais urgence. Mais, en réalité, ceux qui travaillent dans les urgences, je le dis pour que les gens comprennent, pratiquement sont tous anesthésistes réanimateurs. Donc, on a créé, maintenant qu'on est à l'aise, qu'on a le nombre, etc., on se permet de créer, de saucissonner la spécialité. Il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, parce que l'Algérie a besoin d'un produit qui doit faire pratiquement toutes ses spécialités pour pouvoir répondre aux besoins importants. Parce que vous allez voir que dans vos investigations, si vous les faites, que ce n'est pas tous les blocs opératoires qui sont médicalisés, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Et là, on est en train de travailler sur, actuellement, avec l'Université des sciences de la médecine et l'avènement des paramédicales qui sont maintenant bacheliers, bac plus 5 pour faire anesthésie réa, bac plus 5 pour faire sage-femme, etc. Donc, voilà comment ça a évolué. Mais au départ, c'était un seul produit. Moi, je travaillais en réa, j'allais au bloc, je faisais des urgences parce que l'Algérie, on n'était pas nombreux. Mais là, alhamdoulilah, on forme beaucoup de médecins, à tel point, je le dis clairement, même les auditeurs, qu'à tel point, quand tout le monde sait, de toute façon, c'est un secret de polichinelle, que nos médecins s'exportent très bien. Et quand ils partent à l'étranger, ils sont opérationnels d'emblée parce qu'on a une pratique performante. Hein, je le promets, je n'ai pas honte de le dire, même si on dit qu'on est en train. Je n'ai pas honte de dire qu'on a une formation performante, tant au plan théorique qu'au plan pratique. Et nos praticiens, quand ils partent, moi j'ai des médecins anesthésistes qui sortent de chez moi, qui arrivent à Paris. Ils sont recrutés le lendemain, ils sont déjà sur des listes de garde. Alors que dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Donc, pour vous dire la qualité du produit algérien. Il s'exporte très très bien. Malheureusement, ça nous greffe, nous, en fonction du nombre, parce qu'on forme les gens et ils s'en vont. Inch'Allah, on va trouver une solution pour les garder en Algérie, en améliorant les conditions, en améliorant beaucoup de choses. Monsieur le Président de la République, il s'est engagé dans cette révolution au niveau de la santé pour améliorer beaucoup de choses, pour que les gens restent dans leur pays. Inch'Allah, c'est mon souhait le plus important. C'est le nôtre également, professeur Merhiaoui. Monsieur Boussaba, dans un secteur très compétitif, aussi compétitif que le vôtre, qu'est-ce qui fait la spécialité de Medico Medline? En fait, Qu'elle pour se nous, démarque par rapport aux autres? oui, en fait, nous, on est spécialisé principalement dans le bloc opératoire et la réanimation. Et avant tout ça, en parlant de formation avec le professeur Mhiaoui, on essaye toujours d'accompagner nos sociétés savantes. Donc, on essaye toujours de mettre même nous des équipes dédiées à la formation pour aider nos professionnels à utiliser nos équipements. Parce que, comme vous savez, toujours, il y a des technologies nouvelles, il y a des techniques nouvelles. Donc, même pour bien faire aussi les interventions, je présume qu'il faut bien maîtriser l'équipement aussi. Donc, nous aussi, on essaye de les accompagner dans ce sens et avoir Oui, vous ne plus livrez de... pas tout simplement un équipement à une équipe Exactement, médicale, il y a tout le suivi exactement. qui va avec. On essaye même de les accompagner dans les formations cliniques aussi. Donc, on essaye vraiment d'apporter notre aide par rapport à ce sens. Et par rapport aux spécialités, à votre question, donc nous, on est spécialisé dans le bloc opératoire et la réanimation. La ventilation, ils sont leaders en ventilation. Tout ce qui est monitorage hémodynamique, tout ce qui est échographie, etc., c'est quand même des équipements qui sont actuellement très performants par rapport au reste. Et les prix sont plus compétitifs, enfin, je veux dire, c'est... Oui, par rapport au prix, c'est normal qu'on doit être compétitif. Et en parlant de qualité-prix, je présume on offre parmi les meilleures offres sur le marché algérien. D'accord. Donc, on essaye toujours de se concentrer sur la qualité. Le prix, je présume, si on a la qualité qu'il faut, le prix, c'est toujours discutable, c'est toujours négociable Oui. avec nos fournisseurs et c'est toujours, donc, on peut toujours manier dans... Très bien. Alors, qu'en est-il de la maintenance des équipements, de vos équipements, lorsqu'il y a une panne ou une défaillance Oui, chez par les rapport à la professionnels de la maintenance, santé? justement, c'est un volet très important. D'ailleurs, en général, nous, on peut dire que c'est notre carte visite. Le service après-vente, c'est très important. Si vous faites, même si vous faites des bons équipements, si vous n'avez pas le service après-vente qui va avec, donc ça va revenir vraiment difficile à avancer. Donc, pour nous, on met toujours des équipes formées
J'insiste sur former. On essaye de former nos équipes chez les fournisseurs. Donc, euh, ils touchent aux équipements et nos équipes de services après-vente sont tous des ingénieurs. Donc, on insiste sur ce volet de service après-vente. C'est très important pour nous. Et je présume que, pardon, professeur, je présume que même pour nos professionnels de la santé, c'est vital. S'ils ont des équipements, surtout dans notre spécialité, c'est des ventilateurs, c'est des machines d'anesthésie, c'est des respirateurs, c'est des moniteurs. Donc, c'est des équipements qui ont directement un impact sur le patient. Donc, il faut qu'on soit vraiment à la hauteur de nos... Professeur Mahiaoui, vous voulez dire quelque chose? D'ailleurs, moi, sur côté service après-vente, maintenant, c'est obligatoire Oui, c'est dans les indispensable, absolument. contrats d'acquisition, dans les achats. C'est obligatoire qu'il y ait un service après-vente, une maintenance. On a insisté pour inscrire la maintenance préventive. On n'attend pas qu'un équipement tombe en panne pour le réparer, comme dans les bagnoles. On n'attend pas que la voiture tombe en panne pour aller faire la vidange, etc. La, préven- la maintenance préventive était un peu délaissée à un moment, et même la tutelle, le ministère de la Santé, insiste maintenant sur les contrats de maintenance préventive. Et il y a eu des séminaires pour parler, parce que on en a marre de dire qu'on a acheté des scanners qui sont en panne, que le scanner, les IRM sont en panne, qu'on ne peut pas travailler parce que cette Quel machine n'est pas en gâchis, panne. oui. Quel gâchis, on achète des automates dans les labos, ça tombe en panne, il n'y a pas de truc. Ou le monsieur qui vous vend n'existe plus, il y a d'autres. Donc tout ça est en train d'être réglé de façon progressive. Maintenant, et place aux professionnels aussi, parce que quand on fait du commerce dans l'automobile, on doit être professionnel dans l'automobile. Quand on fait du commerce dans la ventilation, il faut être quand même professionnel dans la ventilation. Mais il y a un respirateur, on le fait un parce que lui-même, il l'a acheté, il le revend. Donc, on est en train d'aller dans un professionnalisme. Et justement, c'est ce qui fait maintenant le point, c'est la concurrence. Avec l'avènement de l'Asie, Il n'y a pas d'autre choix. il n'y a pas d'autre choix. L'avènement de l'Asie, qui est en train de prendre une ampleur mondiale. Moi, je vais dans les congrès internationaux. Au départ, ils avaient des petits stands, de rien du tout. C'est effrayant à quel point les nouvelles technologies Et ces dernières années, avec le petit stand qui, à côté des stands européens, américains ou japonais, ne paraissait pas maintenant. et mastodontes aujourd'hui. Ouais. Exactement. Donc, c'est un changement de paradigme. On est en train de passer à un monopole occidental, américain, européen, etc., dans ce truc, par rapport à un monopole qui est très, très performant, très compétent, et avec un service après-vente et un sérieux. On connaît le sérieux et la mentalité, et même la philosophie des Asiatiques, la Chine, etc. C'est des gens quand même qui ont un niveau exceptionnel de philosophie de la vie, et ils t'offrent des machines quand même avec formation, etc. À tel point que maintenant, je peux le dire, sans citer, j'ai une panne sur un respirateur, donc je bloque une salle d'op, je ne peux pas opérer, j'appelle le fournisseur, je lui dis, il me ramène une autre machine. C'est comme en Europe, quand une voiture est cassée, vous allez, ils vous donnent une voiture de rechange. Maintenant, on est à l'ère. D'ailleurs, je remercie Medicomeda, parce que j'ai eu un problème. Ils m'ont prêté un respirateur. Alors, avant, ça n'existait pas du tout, ça. Vous l'achetez, ils m'ont prêté, ils l'ont laissé pratiquement presque 8 mois à mon niveau, le temps que je me remette un peu, que je commande d'autres espaces. Donc, vous voyez qu'il y a maintenant du mouvement dans ce travail. Il n'y a plus, je donne pas, il faut d'abord payer, etc. Tout le monde a compris qu'il faut accompagner les hôpitaux. Et il faut accompagner, parce que, en fait, c'est le malade qui est visé. Et puis on voit le côté humain qu'il y a. C'est que la priorité, c'est Quand de j'appelle, sauver j'ai des dit, vies. j'ai besoin d'une machine, du son, il me la ramène tout de suite. On pense que les nouvelles technologies vont déshumaniser cette relation, mais Jamais en fait, on au me contraire. dit, professeur, il faut commander, il faut payer. Jamais. Donc maintenant, on est à l'ère de la solidarité aussi, de par le Covid aussi. On a compris que le Covid a laissé des séquelles malheureuses, mais il a aussi laissé Il y a des aussi les moyens de communication Voilà, qui ont évolué. C'est un tout, exactement. en fait. La Qui fait qu'aujourd'hui, solidarité, le nationalisme. Moi, j'ai vécu 3 ans dans le Covid. Je suis toujours membre du comité scientifique du Covid-19 installé par le président de la République. Donc, j'ai vu une espèce de solidarité incroyable, depuis l'oxygène jusqu'au respirateur, jusqu'aux extracteurs, etc. Donc, maintenant, on est en train de vivre ce qu'on a vécu dans le Covid, mais en bien maintenant, parce qu'on est à l'aise. oui, et c'est dans l'ADN même de Ouais, l'Algérien. exactement. Alors revenons en Algérie, professeur Mahiaoui, cette vision d'un accès équitable aux technologies d'urgence sur l'ensemble du territoire, est-ce que c'est réalisable ou pas?
c'est pas que réalisable, c'est pas un rêve impossible. Le rêve, c'est réalisé. Actuellement, l'État a mis en place des hôpitaux partout, des hôpitaux d'urgence partout, du nord au sud, est, ouest. Et ils ont mis des centres anti-cancer partout, ils ont mis des centres de radiothérapie. L'équité est liée, est liée. Le seul problème qu'il y avait, c'est la ressource humaine. Il faut trouver les gens pour meubler tout ça. Mais l'État, moi, je visitais l'Algérie de long en large, et on a des centres, mais c'est pas possible, c'est incroyable ce qu'a mis l'État en charge comme les moyens. Il faut dire que les moyens ont été mis, développés pour que ce qu'on appelait donc les Manatek Abdel n'existe plus. On peut aller faire de la radiothérapie au sud, on peut à l'est, à l'ouest, etc. Donc l'équité en plus, l'avantage, la Constitution donne l'accès à l'Algérien, aux citoyens algériens, c'est de la médecine gratuite. Il y a rien à payer, je veux dire. Donc reste un peu les mentalités, on veut être soigné à côté de chez nous, etc. Mais maintenant, avec la numérisation, par exemple, on peut prendre rendez-vous de radiothérapie ailleurs, pas uniquement dans la région. Les grandes villes sont saturées, Alger, deux, trois centres, on peut aller ailleurs. Et ailleurs, on vous donne même l'accès au logement pendant la cure de radiothérapie, etc. Donc il faudra que le citoyen algérien comprenne que, faisant de la radiothérapie au nord, on fera la même radiothérapie au sud. Parce que les gens pensent que la radio. Donc, c'est les mêmes spécialistes, c'est les mêmes machines performantes. Et donc, ce qui fait que l'accès aux soins, bien entendu, nous, quand quelqu'un vient consulter, que ce soit dans le cadre de l'urgence ou pas, on ne lui demande pas est-ce qu'il est riche, est-ce qu'il a de l'argent, etc. Il est pris en charge et il a les mêmes moyens que dans un autre pays occidental. Je ne sais pas, par exemple, dans une grande urgence telle que les dissections aortiques où il faut opérer, si on a besoin de lui ramener un chirurgien de l'étranger, il prendra l'avion, il viendra l'opérer, il repartira. Donc, une chance aussi. Parce que dans d'autres pays, franchement, la couverture sanitaire, des milliers de centres de santé, 25 des CHU, des polycliniques partout, partout, le maillage de couverture sanitaire en Algérie, il est magnifique. Et la sécurité sociale est là, elle couvre tout le monde et c'est gratuit. C'est un système de santé, honnêtement, qui est très, très performant, qui est envié par rapport à d'autres pays. Reste, bien entendu, problème organisationnel. Je peux aller me faire soigner ailleurs, pas à Alger, parce que c'est saturé la radiothérapie, par exemple, dans tel centre. Je vais aller ailleurs parce que les centres de radiothérapie. Donc, l'accès aux soins, il est facile. Il est à la portée de tous les citoyens et s'il y a une technologie nouvelle, il aura droit à cette technologie nouvelle. On a mis dernièrement à l'hôpital où je travaille, on a mis six dispositifs, une espèce de moteur dans le cœur pour l'insuffisance cardiaque. Les 6 patients, c'est des pauvres malheureux, ça coûte énormément cher et ces 6 malades ont eu un espèce de support, une assistance circulatoire dans le cœur et je ne peux pas dire le prix, ça vous allez être choqué, mais on n'a pas choisi, c'est des pauvres malheureux qui sont venus à l'hôpital. Ils ont eu accès à cette technologie nouvelle et on est content de les avoir sauvé la vie et prolongé la vie. Donc, ce qui fait que à la question que je réponds, eh ben, c'est oui. Tout le monde a accès à cette technologie. On est content. Alors, est-ce qu'un jour, face à un cas, vous vous êtes dit: «Ah, heureusement qu'on a cet équipement», pour un exemple concret, bon, je pense que Medico Medline pourra le confirmer lorsqu'il va prêter le temps de 8 mois un respirateur, c'est bien ça? Exactement. Vous vous êtes dit: «Heureusement que j'ai cette technologie-là de diagnostic Exactement. rapide face à une urgence», Eh ben, qui a fait une exactement. vraie différence. Exactement. Nous, on faisait la chirurgie des gros vaisseaux et on avait des complications post-opératoires d'ordre neurologique, cérébral. Les malades étaient agités, ils se réveillaient pas bien. On savait pas de qui il s'agit. Est-ce que c'est la chirurgie? Est-ce que c'est l'anesthésie? Est-ce que c'est les bulles? Est-ce que c'est les caillots? Et on a acquis un monitorage du cerveau par le biais de patchs, de pastilles ici sur le front, on peut avoir l'oxygénation cérébrale à droite et à gauche. Donc, durant toute l'intervention, on regarde ce moniteur qui nous donne l'oxygène, parce que le cerveau est coupé en deux, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. On a l'oxygène dans le cerveau et on peut savoir au temps réel, quand il y a une baisse d'oxygène dans le cerveau, on sait qu'il y a un problème sur place qu'il faut le régler. Avant, on ne l'avait pas. Donc, ça nous a changé la vie, ça nous a amélioré. Et maintenant, les malades ne font plus
ses comas post-opératoires, ses agitations, ses délires, etc. Et on est content. D'ailleurs, je crois qu'on est le seul centre à avoir, entre guillemets, je ne sais pas s'ils ont acquis, mais on est content de voir le cerveau en temps réel, comment il fonctionne. Est-ce qu'il est en dette d'oxygène? Est-ce qu'il a oxygène, le marceau? Donc, en regardant juste sur une plaque, on a le L pour le left, le droit, le gauche et le R pour le right, et on regarde. S'il y a une baisse, on comprend qu'il y a quelque chose, on agit tout de suite. Donc, ça nous a amélioré la vie, ça a amélioré le post-opératoire et la haute coupe des patients. Et les patients ne font plus les problèmes qu'on avait avant. Donc, à chaque fois qu'on rajoute un contrôle sur un patient par un moniteur, je cite uniquement le moniteur cérébral, on améliore la vie des patients, on améliore les soins. Donc voilà notre but. Notre but, ce n'est pas uniquement de faire de la médecine automatisée, etc. C'est d'améliorer le confort des patients, d'améliorer pour que les patients ne souffrent pas en post-opératoire. Donc c'est juste une petite anecdote sur un moyen de monitorage qui est banal, hein, mais qu'on a acquis il y a quelques années et qui nous a rendu la vie facile et surtout à améliorer les patients. La prise en charge des patients. Alors, et de votre côté, Monsieur Boussaba, en tant que fournisseur, comment répondez-vous aux critiques des praticiens, parce qu'il y en a toujours, hein, qui disent que la technologie arrive parfois sans réelle adaptation au contexte hospitalier algérien, il faut s'adapter, l'Algérie n'est pas un pays comme les autres, etc., etc. En fait, par rapport à ça, je crois aujourd'hui que même nous, on essaie de suivre le monde. Donc, je présume que rien ne manque à nos praticiens par rapport aux autres pays du monde entier. Donc, par rapport à ces critiques-là, je présume il y a de moins en moins aujourd'hui parce que tous nos praticiens aujourd'hui sont ouverts aux nouvelles technologies, aux nouveaux équipements et tout ça. Donc, ils peuvent assimiler rapidement tous les nouveaux équipements et toutes les nouvelles technologies qu'on leur offre. Et aujourd'hui, je présume qu'ils sont contents. Nous aussi, on est contents et nous essayons Pas de réticence. Non, non, non. Aujourd'hui, je présume qu'on a dépassé ce stade. Aujourd'hui, peut-être des années en arrière, oui, on avait quelques difficultés par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une assimilation parfaite. Et c'est pas nous qui leur montrons tout ça. Parce que je présume, comme je vous ai dit, ils ont déjà tout vu. Ils ont voyagé, ils ont vu les hôpitaux du monde entier. Donc, je présume, par rapport à la qualité et aux équipements que nos praticiens ont, on n'a rien à envier aux autres Absolument. continents. Alors, selon vous, quels investissements sont prioritaires en Algérie en termes d'équipement? La question est valable pour vous également, professeur. Je ne sais pas comment répondre à cette question parce que la normalisation des hôpitaux et la normalisation des urgences impose que tous ces équipements soient Oui, il y a un coût, donc il y a ça. voilà, Qui dit coût dit voilà, priorité au départ. absolument, absolument. Des urgences performantes doivent avoir leur bloc opératoire, doivent avoir leur laboratoire, leur imagerie, leur scanner, leur IRM, leur échographie à la disposition. C'est à ce prix-là qu'on peut changer éventuellement la face de nos urgences. C'est en améliorant et en mettant en place. Je ne peux pas, moi, contrôler un diabétique qui est en décompensation si je ne peux pas lui faire une glycémie à la seconde près. S'il y a une douleur abdominale, si j'ai pas un échographe à portée de main, je ne peux pas lui faire le diagnostic rapidement. Donc, vous voyez, mais tout ça maintenant, nos hôpitaux sont équipés. Les échographes sont équipés, l'échographie est devenue pratiquement un outil presque banal dans nos urgences. Tout le monde a l'échographe. On peut faire une échographie à n'importe quel moment, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Les scanners aussi, les IRM, à condition, bien entendu, je reviens pour qu'on ne dise pas qu'on raconte n'importe quoi, que la maintenance, que ces équipements fonctionnent et qu'on ne nous dise pas qu'il ne fonctionne pas, il est en panne, etc. Donc ça, c'est un autre volet. Mais entre former les équipes médicales et moderniser les équipements de diagnostic. Voilà, les équipes médicales, maintenant, la formation suit l'acquisition. Il est clair que... Les deux sont prioritaires. Voilà, ils sont prioritaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acquérir un équipement si on ne sait pas l'utiliser. On ne peut pas le mettre dans un placard et dire moi j'ai le dernier génération de téléviseurs alors que je ne sais pas l'allumer. Non, maintenant, même les fournisseurs et même les équipementiers s'assurent qu'il y a une formation. Soit ils emmènent
les gens dans des sites pour être formés sur l'équipement acheté, soit ils ramènent des formateurs ici. Et nous, moi personnellement, monsieur, je suis formateur dans beaucoup de domaines, donc je me déplace aussi à l'intérieur du pays pour former les gens dans les équipements que je domine moi. Donc, ce qui fait qu'il y a une espèce d'émulsion et d'effervescence dans le cadre de la formation. Tout le monde, vous lancez un appel pour dire qu'il y a un expert ou il y a un professeur qui va faire une formation, vous allez voir les inscriptions qui vont défiler au ras du monde. Donc, ce qui fait que même les jeunes actuellement, ils se forment. Malheureusement, la formation a deux volets. Il y a un côté pour rester là et un autre côté pour partir être formé. Mais les jeunes, actuellement, avec les technologies nouvelles, ils ont dépassé. Avec l'intelligence artificielle, L'intelligence, aujourd'hui, ils c'est dépassent plus les rapide. maîtres, quoi. Actuellement, les jeunes, réellement, on a une génération qui est vraiment, vraiment une génération dorée. Et j'espère qu'on va réfléchir sur l'histoire de l'immigration et sur le départ Une massif. population très jeune, donc. Population très jeune et très active et très, très, très réceptif aux nouvelles technologies. Alors, Nessim Boussaba, pour celles et ceux qui souhaitent découvrir vos dernières innovations, ils pourront vous retrouver au niveau de l'espace d'exposition DM Labop. Des nouveautés peut-être pour cette édition? Oui, comme toujours, on a toujours des nouveautés, et principalement cette fois-ci, principalement pour la centralisation de toutes les informations des patients. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle technologie, on peut centraliser toutes les données, donc du respirateur au moniteur à la seringue électrique, donc principalement Donc, toutes. travailler en réseau, en fait. Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, on est dans la numérisation et tout ça, donc on s'est adapté à ça. Et on a une innovation, je présume, particulière. Donc, on peut récolter toutes les informations, tous les équipements qui sont reliés au patient. Donc, avec une seule machine, on peut avoir un seul écran, on peut avoir toutes les informations et récolter. Et comme disait le professeur tout à l'heure, pour avoir une bonne prise en charge et pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire à temps et tout ça. Donc, je présume que ça va vraiment aider. Et on vous présentera tout ça, Inch'Allah, à EM Labop. Nous avons très, très hâte. Professeur Juste pour Nahiaoui, oui. rebondir un peu ce que dit M. Boussaba, c'est que actuellement, c'est le parcours du patient qui nous intéresse. C'est à quel moment le patient rentre à l'hôpital, à quel moment il va sortir. Et quand il va sortir, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce parcours du patient, on doit lui faire un parcours très rapide à l'hôpital, c'est ce qu'on appelle du fast track. Il ne doit pas séjourner des mois et des mois, on doit lui faire un parcours rapide, avec des soins rapides, mais de qualité. Il doit sortir chez lui déchargé de la réanimation rapidement. Il doit se lever rapidement. Il doit avoir des vitamines. Il doit avoir de l'alimentation hypercalorique. Il peut avoir des protéines. Il ira chez lui. Chez lui, ça sera pareil. On va le suivre. Donc, avec ces moyens de monitorage actuellement, on peut même installer des caméras dans les chambres des patients chez eux, qu'on pourra suivre via cette caméra la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la saturation, etc. Et on peut, juste sur un smartphone, checker notre patient qui est chez lui, etc., qui est sorti. Donc, le parcours du patient va être amélioré. Et ça Leur va, mise en forme très courte, voilà. Et la en plus, convalescence. qu'est-ce qu'on va gagner? Il va y avoir un impact sur la santé publique. Le coût du patient va diminuer. Oui. Au lieu de séjourner à l'hôpital, on fait les interventions. Au lieu de rester 10-15 jours, il va rester 5-6 jours. Il reprend le travail. Non, il reprend. Oui. C'est ce qu'on appelle actuellement, on est en train de travailler sur la réhabilitation améliorée rapide, la RAG, ce qu'on appelle la RAG en anglais, une réhabilitation pour que le patient aille travailler, bien entendu, et qu'il reprend sa vie sociale. Vous pouvez vous faire opérer de n'importe quoi. Une semaine après, vous allez à la plage, vous allez faire du vélo, vous allez faire de la réadaptation. Donc, notre but à nous, c'est donner la chance à nos citoyens de se faire opérer. Maintenant, on n'a plus peur de rien. Même des grosses interventions. On leur fait le parcours rapide, ils rentrent la veille de l'intervention avec son bilan, le lendemain il est opéré, 24-48 heures en réa, 5-6 jours il est chez lui. Mais tout ça a besoin quand même de marqueurs et de checking à la maison ou chez le patient. Ils ont des bracelets, ils ont des doigtiers, etc. C'est une technologie très innovante où on peut suivre les patients même chez eux. Et pour ça, ça va soulager les hôpitaux. On ne pourra plus dire il n'y a pas de place, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Même les urgences, notamment Voilà, les surtout urgences. les urgences. Les urgences, la loi dit que le malade ne doit pas rester plus de 24 heures. Malheureusement,
Même les visites officielles, on a trouvé des malades qui sont restés 15 jours. C'est pas normal. Donc tout ça pour désengorger l'hôpital, améliorer le patient et remettre à la vie nos patients, le cher concitoyen, qui doit aller faire sa jacque, qui doit aller faire son sport, qui doit aller au stade, qui doit aller se balader, voyager, et ne pas le garder, comme on dit tout le monde, un mois dans son lit, merde, chibouji, c'est fini ça. Donc on est en train de se battre pour améliorer le post-opératoire des patients et le post-hôpital des patients, parce que vous savez très bien qu'il y a beaucoup de dépression, on ne le dit pas assez souvent, mais les malades, quand ils restent dans un lit, ils dépriment beaucoup. Alors, rapidement, quel message souhaitez-vous adresser aux professionnels de la santé qui nous regardent? Eh bien, déjà, je félicite les professionnels de la santé pour tous les efforts qu'ils font parce que c'est pas facile. Je félicite déjà les professionnels de la santé qui se sont démarqués durant la période Covid et je rends hommage à tous les gens qui sont morts parce qu'on a eu des décès dans le corps de la santé. Et je pense qu'on est dans la bonne voie. Pourquoi on est dans la bonne voie? Parce qu'il y a une symbiose entre les politiques et la santé. Monsieur le Président de la République, il l'a dit à plusieurs reprises, il est très, très, très près du peuple. Et on s'entend très, très bien sur le plan stratégique, sur le plan décisionnel avec les politiques. Et ça va faire que tout va aller de l'avant, Inch'Allah, et ça va aller de mieux en mieux. Merci. Monsieur Boussaba, un dernier mot? Pour moi, mon dernier mot, c'est juste un petit message à nos professionnels. Je vais juste vous dire que Medical Medline est avec vous. Il sera toujours avec vous, professeur. Donc, venez nous rendre visite à MLab Hop et on vous présentera toutes nos nouvelles technologies. Merci infiniment. L'Algérie, vous l'aurez compris, développe une expertise en médecine d'urgence incroyable et ça continue. Vous y contribuez grandement. J'y crois et j'y contribue et je suis toujours motivé pour aller de l'avant. Merci. Merci pour cet échange. Je rappelle qu'était des nôtres professeur Riyad Mahyaoui, chef de service en anesthésie et réanimation à l'EHS Dr Maouche et président de la Société algérienne d'anesthésie, réanimation, soins intensifs et urgences. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à monsieur Nassim Boussaba, Sales Manager chez Medical Medline, qu'on retrouvera bien sûr lors du salon IM Labop en octobre. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt.